bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des tests et notamment d'un retour d'expérience que j'ai eu sur mes projets. Donc, j'ai presque arrêté de faire des tests, mais je continue quand même d'en faire. Mais j'ai une approche plutôt pragmatique ou on peut dire minimaliste, c'est-à-dire faire moins de tests, des tests plus qualitatifs. Parce que j'ai vu des projets dans lesquels, alors déjà j'ai vu des projets où il n'y avait pas de tests. Mathieu parlait de la fameuse affiche Tester, c'est douter. Lors de ma première expérience en informatique, on avait littéralement le poster d'affiché dans la boîte. Et effectivement, on ne testait pas, donc on ne doutait pas du tout. Et ensuite, j'ai connu des projets où il y avait des tests et ça nous améliorait notre vie en tant que développeur. Ça nous donnait confiance dans nos refactoring, dans notre code. Et j'ai connu des projets où il y avait des tests et les tests nous desservaient. Et dans ce talk-là, je vais vous parler de ce projet-là, hein, vous vous en doutez, et comment est-ce qu'on a changé les choses, et surtout, qu'est-ce qu'on a appris, et qu'est-ce que ça nous a apporté également. Donc à la fin de ce talk, vous aurez des principes de comment faire des tests, enfin comment faire moins de tests, et comment faire des tests différents, enfin moins de tests. Donc efficacité first. Ah, la manette. Et donc moi je suis Antoine Mazur, je suis tech lead et expert API backend chez Octo Technologies. Et j'ai sorti donc des revcards et des magazines que vous pouvez récupérer dans la bibliothèque. Et donc tout a commencé avec ce projet, donc un doux mélange, donc c'est pas le vrai nom du projet, hein, vous vous en doutez, mais un doux mélange de chaos et d'orchestrateur, parce qu'on faisait principalement de l'orchestration dans un environnement chaotique. Et le chaos ne venait pas forcément de la complexité métier, hein, c'était un simple, entre guillemets, tunnel de vente. On n'était pas énormément de développeurs, donc il n'y avait pas de problème d'organisation. Vous voyez, 7 développeurs, on n'est même pas encore dans la pizza team. Le projet était en prod, donc on avait du feedback assez courant, mais en même temps, il ne fallait pas faire de bugs non plus. Il fallait que les clients puissent continuer l'utilisateur final puisse continuer de payer. C'était un peu notre but, hein, de générer de l'argent au final. Et petit couac, par contre, on n'a pas eu de passation. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le projet après 3 ans, donc la codebase avait 3 ans, et on a dû lire la doc, on n'avait personne à qui nous référer. Donc on a dû apprendre le code en lisant le code, forcément. Et à quoi ça ressemblait au niveau architecture? Donc, comme je vous ai dit, c'est un tunnel de vente. Et en fait, notre client, il possédait plusieurs entreprises. Et donc, il avait 2 buts. Le premier but, c'était de rationaliser les features, les fonctionnalités. Donc, quand on sortait une fonctionnalité, il fallait que ça soit, en tout cas, facilité pour les autres progiciels pour qu'ils puissent se plugger à notre front tunnel de vente. Et il y avait du coup un enjeu aussi financier, plutôt que d'avoir 12 fronts tunnels de vente avec des designs différents, là on n'en a plus qu'un seul. Et nous, notre complexité réelle en tant que développeur, c'était de traduire les progiciels externes qu'on consommait vers le front tunnel de vente. Et traduire des API externes vers un JSON to Bo, c'était pas si facile parce qu'eux, ils nous envoyaient du XML un peu en pagaille avec des niveaux d'imbrication, des fois 12-15 niveaux d'imbrication. Et donc, c'était pas toujours très simple. Mais c'était beaucoup de traduction. Et évidemment, cette codebase était testée. Alors, juste un petit rappel de pourquoi est-ce qu'on fait des tests. Donc, c'est premièrement s'assurer que la fonctionnalité qu'on développe fonctionne. Ensuite, c'est vérifier qu'on n'a rien cassé autour. Donc, c'est un peu un filet de sécurité, hein. On fait souvent l'analogie. On se dit, OK, les tests, c'est un filet de sécurité. En tant que développeur, quand je modifie quelque chose, en fait, je sais que j'ai cassé quelque chose, une autre fonctionnalité. Et donc, ça nous sécurise en tant que développeur. On a confiance, on veut faire des refactos, on accepte de faire des nouvelles fonctionnalités, donc on est plus vite, on est plus rapide, etc. Enfin, tous les gains des tests que vous avez déjà entendus, j'imagine, des dizaines de fois. Et aussi, ça peut documenter. Et nous, on avait bien besoin de documentation parce qu'on n'a pas eu de passation. Et sur la codebase, des tests, en fait, il y en avait à revendre. On avait à peu près... Alors, la métrique n'est pas parfaite. Hein, j'ai compté des nombres de lignes, donc c'est pas parfait, mais ça donne un ordre de grandeur. On avait 9 fois plus de lignes de test que de lignes de code. Donc, si je caricature et que je grossis le trait, ça veut dire qu'on passait 9 fois plus de temps à écrire des tests et à maintenir des tests qu'à écrire du code. Et il ne faut pas oublier que le code, au final, c'est ça qui a de la valeur ajoutée pour l'utilisateur final, en tout cas à court terme.
Et quand on a retrouvé un ancien dev et qu'on lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de tests, enfin on va passer sur les métriques après, mais pourquoi il y a autant de tests? Et il nous a dit mais en fait les tests c'est bien, il faut en faire, peu importe comment on les fait, l'important c'est plutôt la quantité. Alors que moi je voulais plutôt faire de la qualité, et en fait la qualité on doit l'avoir même dans les tests. Chose qu'on oublie souvent quand on fait des tests, on se dit ben, il faut en faire beaucoup, et c'est pour ça qu'on a des métriques un peu spéciales de couverture de code des fois qui n'est pas forcément pertinente. Et quand on est arrivé sur le projet, notre cliente nous dit ben, vous allez implémenter la TVA. Alors implémenter la TVA, est-ce qu'il faut la calculer? Non, non, il fallait juste aller chercher la TVA sur un des logiciels et la ressortir sur le front tunnel de vente. Donc nous, en tant que développeurs, quand on est arrivé sur le projet, on a dit mais implémenter la TVA, enfin juste aller chercher une information et la recracher au front-end, mais facile, franchement, repasse dans 2 jours, ce sera fini, et encore, on aura eu le temps de prendre plein de post-café. Et en fait, au bout de 2 semaines, on n'avait toujours pas fini la TVA. Pourtant, on était très confiants, hein, on ne se sentait plus, et pourtant, c'était galère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a été lent? Alors que finalement, cette feature, enfin, cette fonctionnalité était assez simple à implémenter. Et en fait, c'est les tests. Et donc, comment est-ce que les tests qui étaient censés nous aider à maintenir la code base, qui étaient censés nous sécuriser, qui étaient censés en fait, nous aider, hein, tout simplement, comment ça se fait que ces tests-là nous trahissent, hein, nous mettent un couteau dans le dos en nous disant mais en fait non, tu ne dois pas changer les choses. Et on avait l'impression que les tests n'étaient pas là pour nous servir, mais ils étaient là pour nous verrouiller le code. En fait, on avait l'impression que c'était des cadenas qu'on avait mis un peu partout dans le code, et dès qu'on modifiait quelque chose, eh ben, on n'arrivait pas parce que les tests passaient au rouge et on n'arrivait pas à évoluer. Et un jour, notre cliente nous dit mais j'ai envie de... Enfin, vous avez fait des fonctionnalités, donc ça c'est 1 an après qu'on soit arrivé sur la mission. Notre cliente nous dit, mais on va implémenter un nouveau... Enfin, on a acheté une nouvelle entreprise, on va implémenter du coup son nouveau logiciel chez nous pour ressortir ses produits sur le tunnel de vente. Un peu comme une marketplace, si vous préférez. Et nous, on s'est dit, mais en fait, chaque fois qu'on traduit d'un logiciel vers l'API, au final, la phase de traduction, donc la phase complexe, elle est indépendante des autres. C'est-à-dire qu'on peut moduler notre application. Et on peut, du coup, changer un chouïa l'architecture. Et on s'est dit, ben, on va refaire la stratégie de test. On est convaincu que l'ancienne stratégie de test ne fonctionne pas. Et ben, on va la refaire. Et à quoi ça ressemblait? Alors là, ça c'est le schéma qu'on va suivre pendant tout ce talk pour voir qu'est-ce qu'on a rajouté comme type de test et comment il s'imbrique. Donc quand on arrive sur l'API, bon, tout en haut, vous voyez, il y a les contrôleurs, donc c'est l'interface de notre application. Ensuite, on arrive dans ce qu'on appelle des use cases, donc c'est des scénarios métiers qui sont lisibles par les acteurs métiers, product owner, product manager, etc. Et en dessous, on a les couches un peu plus techniques de notre application que le métier orchestre, en quelque sorte, enfin que le use case orchestre. Et la première chose qu'on a appris, c'est qu'en fait, il faut challenger la stratégie de test en permanence. C'est pas parce que les tests sont faits de manière quantitative qu'à un moment, il ne faut pas se poser et se dire on va challenger la stratégie de test. Alors, il y a une chose qu'on fait souvent, c'est challenger l'architecture, pardon. Et d'ailleurs, quand on arrive sur un projet, l'une des premières choses qu'on dit, c'est ah, mais l'architecture, elle n'est pas ouf, je vais la refaire. Et la stratégie de test, on en parle assez peu souvent. D'ailleurs, c'est rare qu'elle soit même documentée dans les projets. Souvent, on fait les tests un peu comme on a appris précédemment. Et donc, première chose, c'est la stratégie de test, ça se challenge aussi. Et une stratégie de test, vous pourrez me demander mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est comment on teste l'application. Donc, est-ce que je fais des tests end-to-end? Est-ce que je fais des tests unitaires? Est-ce que je fais des tests d'intégration, etc. Il ne faut pas oublier non plus, alors je les adore ceux-là, et c'est un peu controversé, c'est les tests manuels. Il ne faut pas oublier d'inclure les tests manuels, et ce n'est pas parce que vous faites des tests automatisés qu'il faut oublier les tests manuels. Ça, j'espère que vous êtes à peu près convaincus. Et la stratégie test, elle doit aussi rajouter quelque chose, c'est quoi tester. Souvent, c'est un petit texte qui manque, c'est qu'est-ce qu'il faut tester, et aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas tester. Donc on va passer ensuite, hein, je mettrai des exemples, ça sera plus détaillé. Et il y a quelque chose qu'on apprend aussi, c'est que la stratégie test, ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire du tout pour chacun des projets. Ça doit être quelque chose de spécifique, selon les besoins du projet. Ce n'est pas parce que votre voisin il a une super stratégie test qui convient parfaitement à son projet que vous allez pouvoir la reprendre et qu'elle va fonctionner sur le vôtre.
Et c'est d'ailleurs moi ce que je faisais à l'époque, quand je passais d'un projet à l'autre, en général je disais ah bah oui mais sur mon ancien projet on faisait comme ça avec les tests, donc sur ce nouveau projet je vais faire comme ça avec les tests. Et ça marche pas très bien. Et pour faire des tests selon les projets, en fait je vais rapporter une notion de pragmatisme. Alors donc là on est à Lille, pour ceux qui connaissent, devant le parc Jean-Baptiste Lebas, et on arrive devant ce passage piéton où il y a un feu rouge qui dure 15 minutes. Toujours 15 minutes, peu importe qu'il y ait des voitures ou pas. Et donc la personne qui est dogmatique, qu'est-ce qu'elle va faire? La personne dogmatique, elle va attendre que le feu passe au vert. Alors je vous rappelle, on est à Lille, donc à Lille il pleut à peu près un jour sur deux, donc vous avez, comme on dit à Lille, on peut se manger une drache, qui pleut beaucoup, et donc on se retrouve tout mouillé. Bref. Et la personne pragmatique, elle, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va regarder à gauche, elle va regarder à droite, elle va dire ok, il n'y a pas de voiture, je traverse, peu importe que le feu il soit rouge. Bon, elle va peut-être regarder aussi s'il y a la police ou pas loin, mais en tout cas, elle va passer, ou elle va essayer. Et quand vous voyez cette image et que je vous fais cette analogie avec les feux tricolores, vous vous doutez, vous, Parisiens, que les Vélib ou les vélos parisiens, ils sont très pragmatiques. Hein. Il n'y a pas de dogmatique, le feu il est rouge, peu importe. Et en fait, ce que j'ai appris aussi avec ce projet, c'est qu'on ne peut pas arriver dès le départ et être pragmatique. En fait, quand on est débutant, on ne connaît pas les règles, donc on ne peut pas les challenger. Donc, première phase, on apprend les règles. Deuxième phase, on devient un développeur expérimenté. Enfin, mais ça ne marche pas que pour les développeurs, hein, ça marche pour tous les domaines. On connaît les règles, on les applique. Et à un moment, on va commencer à challenger. On va dire, ah oui, ok, je connais ces 30 règles, mais elles ne sont plus très adaptées à mon contexte, donc je vais soit les changer, ou soit simplement les supprimer. Donc le pragmatique applique les règles selon les contextes. Et si le contexte change, bien sûr, il va changer les règles. Et nous, quelque chose qu'on a appris, alors ça, c'est pas une règle qu'il y avait dans l'application, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il y avait beaucoup dans le code, c'était, en fait, toutes les implémentations étaient testées. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est tester les fonctionnalités plutôt que les implémentations. Alors là, vous pourriez me dire, ok, ça veut dire quoi? Nous, quand on changeait une ligne de code dans notre projet, donc après avoir instancié, vous connaissez, déjà récupérer le code, le mettre sur votre machine, et ensuite seulement on change une ligne de code. En fait, ce qui se passait, c'est que tous les tests cassaient, et on se sentait, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment verrouillé. On en avait marre en fait de changer ces lignes de test, ces lignes de code, parce que tous les tests nous disaient non, t'as cassé quelque chose, alors que c'était pas très vrai. Et on se sentait comme ce vélo. En fait, on sentait que la codebase, elle était verrouillée de partout, il y avait des cadenas partout. Et ça a été une vraie douleur. Mais là, en même temps, c'est aussi un avantage, parce que votre vélo, là, il n'y a personne qui va vous le voler. Vous pouvez le mettre n'importe où, sur une route, n'importe où, personne ne va vous le voler. Par contre, vous, demain, vous allez vouloir aller chercher du pain, vous n'allez pas le prendre non plus, parce que vous allez dire, de toute façon, tant que j'enlève tous les cadenas, la boulangerie, elle aura peut-être déjà fermé. Donc, avoir une codebase surtestée, c'est pas non plus, c'est pas bien. Là, pour être efficace, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre un ou deux cadenas à des points bien stratégiques, et c'est ça qu'on va essayer de faire. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on testait les implémentations. Donc ici, j'ai pris une fonctionnalité plutôt macro, où on voit que l'implémentation, c'est le fil, vous reconnaissez du code spaghetti, et les tests en jaune sont placés partout sur ce code spaghetti. Et à un moment, en tant que développeur, vous allez dire, bon, le code n'est pas bon, je vais essayer de le découper, je vais essayer de l'améliorer. Je vais faire du refactoring. Et donc, ce spaghetti, cette boule de laine avec des nœuds, je vais essayer d'en faire un fil visible et cohérent et compréhensible. Sauf que comme vous aviez mis des tests sur les implémentations, forcément, vos tests vont casser parce que vous avez fait un refacto et il va falloir les revoir et les changer. Alors que si vous aviez fait un test de fonctionnalité, c'est-à-dire que vous regardez juste que la fonctionnalité fonctionne et pas que l'implémentation fonctionne, en fait, votre test ne va pas casser. Parce qu'à la fin, vous avez une facture, vous vous en fichez de savoir comment est-ce que c'est fait à l'intérieur. Et donc nous, dans notre projet, on a décidé d'en faire des tests d'orchestration. Alors parfois, on appelle ça des tests fonctionnels aussi. Mais nous, on trouvait que le terme orchestration se prêtait mieux à notre projet. Je vous rappelle qu'on était les orchestrateurs du chaos. Et donc pour ce use case-là dont je vous parlais tout à l'heure, payer un panier, alors je l'ai simplifié, mais grosso modo, c'était on vérifie que l'utilisateur est bien authentifié. Il ne faut pas qu'un utilisateur paye le panier d'un autre. Il faut que ensuite on paye, donc on achète le panier, et à la fin on reçoit une facture. Et puis peut-être les produits qu'on a commandés aussi.
Et pour tester ça, en fait, au lieu de regarder tout le code et de regarder comment c'est fait, en fait, on va regarder premièrement les appels. On va regarder que, au final, la logique fonctionnelle à très haut niveau, je vous rappelle que c'est les tests de use case, d'orchestration, la logique fonctionnelle est valide. Donc on vérifie bien que l'authentification est appelée, parce que si demain, par mégarde, on enlève l'authentification, il y a un problème, donc on a envie de le savoir. Donc on fait un test. Ensuite, j'ai envie de voir que l'utilisateur a payé le bon prix. Bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc forcément, si l'utilisateur paye le mauvais prix, ça va créer des discords. Et ensuite, on vérifie aussi que la facture est bien envoyée. Mais vous voyez, ici, je n'ai pas testé les implémentations. En fait, là, je fais un test simple, concis, précis, et je vérifie juste que c'est appelé, mais je ne vérifie pas comment c'est fait. Je ne vérifie pas non plus que tout le panier a été bien payé, je ne fais pas de choses complexes. Je limite la surface du test. Je teste que ce qui est efficace, c'est-à-dire, là, j'ai envie de tester le prix, parce que le prix, c'est important, sensible, etc. On y reviendra par la suite à ce pourquoi tester. Donc là, on a un premier type de test, donc les tests d'orchestration, tests fonctionnels qu'on met sur les use cases. Ensuite, on a compris qu'il fallait arrêter de tester tout le code. C'est-à-dire qu'il y a des endroits du code où on va dire, ça, on ne le teste pas. Ce n'est pas des parties de code qu'on a envie de tester. Alors là, c'est bien de dire ça, mais comment est-ce qu'on fait? On s'est aussi posé la question, on a mis du temps à comprendre qu'est-ce qu'il fallait tester. Et en fait, on s'est dit, on veut tester le métier qui est complexe, et on a aussi envie de tester le métier qui est sensible. Alors le métier sensible, c'est simple, encore une fois, le prix, mais c'est aussi, par exemple, la sécurité, l'authentification. On n'a pas envie qu'un utilisateur se connecte avec le compte d'un autre, donc on va tester ces choses-là. Et la sensibilité du métier, ça va être vraiment très spécifique à votre métier. Et ensuite, il y a aussi la complexité. Alors, quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire l'image dans notre tête. Par exemple, un code dans lequel il y a 12 if, et il y a des boucles récursives, etc., on a du mal à se le représenter. Et donc, le code qui est complexe, on a plus de chances d'y introduire du code, enfin du mauvais code, des bugs, parce qu'on le comprend moins bien, on arrive moins bien à se faire l'image dans notre tête. Donc là, on a envie de tester le code qui est complexe, pour ne pas introduire de bugs, et on a envie de tester le code qui est sensible, parce que s'il y a un bug dedans, on a des gros problèmes. Par contre, j'ai pas du tout envie de tester mes getters. Alors c'est choses que j'ai vues, des tests de getters, c'était vraiment du test pour du test. J'ai pas non plus envie de tester, par exemple, alors eux je les déteste, c'est les mappeurs un pour un. Donc c'est-à-dire qu'on prend un objet et comme on change de couche, on a envie de le mapper dans un autre objet. Et en fait, on va faire un test qui vérifie que chaque champ est bien rentré dans l'autre champ. Bon, ceux-là, je ne vais plus en voir. Donc si je vais sur votre codebase et que j'en vois, je les supprimerai sûrement. Sauf s'ils sont sensibles. Bon, on verra. Et donc, à quoi ça ressemble, un test de complexité? Donc nous, à un moment, on a eu à traduire, donc là, c'est un JSON qui vient de Strapi, qui représente du rich text. Donc du rich text, c'est du texte un peu comme vous avez sur Word, donc avec du grade, l'italique, des titres, des paragraphes, etc. Et ce texte-là, on devait le traduire dans du HTML. Alors même si traduire, en général, on se dit, bon, ça va, c'est simple, on voit très bien que là, on a un list item, on peut le traduire dans une liste. Bon, dans les faits, c'était pas si simple. Et on l'a fait comme on n'arrivait pas à se reproduire le code dans notre tête, on s'est dit on va le tester parce que c'est complexe, on n'a pas envie que ça casse. Alors particularité, c'est que ça, on l'a fait en TDD, forcément, on savait qu'il y avait la complexité par avance. Mais on peut aussi le faire, on ne fait pas toujours du TDD quand on fait ce genre de test. Et donc à quoi ça ressemble? Au début, on récupère tout le JSON, on le map et on fait un toit HTML, et ensuite on vérifie que ça correspond bien à notre HTML, pardon, du JSON et du HTML. Ouais. Et ce que vous voyez aussi en bas, c'est qu'on a encore limité la surface de test. C'est que plutôt que faire un assert de tout le code, tout le HTML, vs celui qui est renvoyé par la méthode, on regarde le HTML, mais on supprime tous les whitespace. En fait, on s'en fiche de savoir s'il y a un espace ou plus dans notre code. C'est pas quelque chose qu'on a envie de tester, et en plus, ça nous causait des petits problèmes de test, donc on s'est dit, on va limiter la surface de test, et on va l'envoyer. Donc là, on a notre deuxième type de test, donc il y en aura 3 en tout, là on est au deuxième, qui sont des tests plutôt facultatifs, parce qu'ils dépendent de la complexité ou de la sensibilité, et on va les avoir sur des petites briques qui sont du coup des briques qui sont limites dans l'implémentation.
Et il y a une chose que j'aurais bien aimé savoir plus tôt, c'est qu'en fait, des tests, on peut les supprimer sans forcément culpabiliser. Alors moi, j'adore supprimer du code, j'adore changer du code, et en supprimer, c'est très bien. Quand je fais des commits avec moins 1000 lignes, c'est vraiment j'ai réussi ma journée. Et en fait, supprimer les tests, c'est pas quelque chose que je faisais naturellement. Parce qu'on se dit toujours, bah oui, mais quelqu'un a posé ce test-là, il est parti de bonne intention, il a vraiment voulu le faire. C'est pas une demande du métier en fait, hein. C'est vraiment en tant que développeur, on met un test pour sécuriser pour les prochains développeurs, pour documenter, pour voir comment ça marche. Sauf que nous, en fait, on avait des tests end-to-end de partout. Et qui dit test end-to-end de partout, qui dit boucle de feedback qui prend un quart d'heure. Et donc, quand on lançait notre boucle de feedback, en fait, on mettait 12 minutes à savoir si on avait cassé ou pas du code. Pour rappel, la boucle de feedback, c'est quand je change du code, je vais vérifier que j'ai rien cassé à côté. Comme ça, je peux remodifier encore plus de code et je revérifie que j'ai rien cassé, etc. Et donc, c'est une boucle qu'on doit lancer assez souvent. D'ailleurs, les tests, ça sert à ça. Ça doit être rapide pour être lancé très souvent. Et pourquoi avoir une boucle de feedback courte? Parce qu'en fait, au plus on sait que notre code il est mauvais il casse des fonctionnalités, et au plus tôt on peut le corriger. Et au plus tôt on peut aller dans la bonne direction. Un peu comme ce bateau-là, le premier bateau il arrive en 10 minutes, le deuxième bateau, comme il a mis du temps à savoir qu'il allait dans la mauvaise direction, il a mis une demi-heure. Donc ça permet d'être plus efficace quand on a des tests qui runnent moins longtemps. Et je vous ai dit de supprimer des tests. Donc quand vous acceptez de le faire, en fait, vous vous rendez compte que c'est très facile. En fait, ce que vous pouvez faire là, en rentrant chez vous, c'est supprimer tous les tests de votre codebase. Alors ne le faites pas, attention. Supprimez tous les tests de votre codebase, vous envoyez en prod, et vos utilisateurs... Alors, la pipeline doit vous laisser passer, mais ensuite, quand vous avez passé la pipeline, vos utilisateurs finaux, en fait, ils ne vont pas avoir de différence. Parce que les tests, ça n'a pas de valeur directe chez l'utilisateur final. Donc vous pouvez tout supprimer, normalement, il ne verra pas de différence. Parce que les tests sont découplés de la codebase. Et ensuite, les tests sont aussi découplés entre eux. Ça veut dire que quand vous avez un fichier avec 15 tests, vous pouvez en supprimer 8, et normalement, les autres devraient toujours tourner, les 7 autres devraient toujours tourner. Et vous ne devriez pas avoir d'erreur de compilation. Alors, ça existe, des tests qui sont couplés entre eux, mais si vous en avez, je pense que c'est votre premier problème à régler. Supprimer le fichier, ça passe bien. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est comment être efficace dans les tests. Donc on a testé, donc on est rassuré en tant que développeur quand on fait des fonctionnalités complexes, on est rassuré quand on touche à du code sensible, on est rassuré que le code fonctionne toujours quand on le modifie. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, on a envie de continuer de pouvoir modifier le code sans impacter les utilisateurs. Et puis bon, à un moment, il faut choisir quel utilisateur on a envie de servir. Et donc, on va tester ce que les utilisateurs utilisent. Et on va utiliser les tests qu'on vient de supprimer. Là, donc je viens de supprimer 600 tests end-to-end. En fait, on va le remplacer par un seul test end-to-end. Et ce test end-to-end là, il est un peu spécial. Il suit un peu la loi de Pareto, donc on essaie de couvrir 80% des cas en 20% d'efforts. En fait, le test là, nous, dans notre tunnel de vente, il passait par le catalogue. Donc il faisait des appels API en direct. Il passait par le catalogue, il sélectionnait des articles, il les mettait dans son panier, il faisait un paiement. Et ensuite, il allait voir dans ses mails qu'il avait bien reçu la facture et éventuellement ce qu'il avait commandé, si c'était des biens dématérialisés. Donc avec ce test-là, quand on le lançait, quand on modifiait du code et qu'on le lançait, on savait que nos utilisateurs principaux, c'est-à-dire les utilisateurs lambda qui ne faisaient pas des cas, je sais pas quelqu'un qui se déconnecte 5 fois pendant le workflow, en fait on savait que les utilisateurs, les 80%, ça marchait toujours pour eux. Donc ça nous rassurait nous en tant que développeurs. Et ce test-là, alors ça c'était un sujet, on en a bien discuté dans l'équipe parce que c'était un peu controversé, mais on a décidé de le laisser brancher à l'environnement de recette. Alors là, vous pourriez me dire, oh là là, mais ton test il est flaky, donc ça veut dire qu'il peut casser indépendamment du code que tu as modifié. Parce que si un environnement de recette casse, notre test casse. Et du coup, on a un mauvais signal. Mais il y a une raison pour laquelle on l'a branché, c'est que les logiciels, donc il y a deux raisons, les logiciels, les progiciels qu'on consommait, ils étaient parfois assez instables, et donc leur contrat d'interface changeait sans forcément qu'on soit au courant. Et avant ce test-là, on s'en rendait compte en prod. Parce que dans les tests, des fois, on ne les avait pas forcément. Enfin, dans les tests de QA. Et pour ne plus avoir cette chose-là, on a décidé de les laisser brancher en recette, comme ça on est toujours à jour sur nos contrats d'interface. Et deuxième effet sympa, c'est qu'on
on n'a plus à stocker tous les contrats d'interface de nos logiciels externes chez nous. Donc on sait en temps réel que ça fonctionne, et on sait en temps réel que, voilà, que ça fonctionne. Et donc on a notre troisième type de test, qui est notre test end-to-end qui fait un peu tout. On n'en a qu'un seul par logiciel, donc ça marche assez bien. Et donc c'est quoi le bilan de tout ça? Donc comme j'ai dit, les trois types de tests. Donc en termes de quantité, on avait un test end-to-end qui parcourait par logiciel les fonctionnalités les plus utilisées. On avait des tests d'orchestration qui nous permettent de sécuriser et de verrouiller un peu nos scénarios métiers. Et on avait des tests de complexité, donc là sur le code qui était sensible et complexe. Et qu'est-ce qu'on y a gagné? Alors déjà, on a supprimé 86% de lignes de test par ligne de code. Donc à l'époque, on était à 9 lignes de test par ligne de code, maintenant on est à 1,2. Donc là, on est plutôt efficace, je trouve. Ensuite, on a regardé notre code coverage, parce qu'on nous a challengé un peu, on nous a dit, bah oui, mais du coup, tu passes plus par les mêmes endroits et tout. On a calculé. Alors là, je mens un petit peu. Il y a 1% de différence, vous l'avez peut-être vu dans le graphique, là, les deux colonnes ne sont pas exactement pareilles. Je suis assez pointilleux, donc je le vois assez vite. Et en fait, on est resté à 1% près pareil. Donc ça veut dire qu'on a supprimé les 3/4 des tests, et au final, on couvre la même base de code. Donc on a été efficace sur ce point. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a gagné aussi en termes de boucle de feedback? À l'époque, on mettait 12 minutes à lancer tous les tests. Maintenant, on met 10 secondes parce qu'on n'a plus qu'un seul test end-to-end. Alors c'est un test end-to-end qui fait beaucoup de choses, mais il se lance assez rapidement. Parce que dans les tests end-to-end, en général, ce qui met du temps, c'est le setup. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est passer au test pragmatique. N'oubliez pas qu'il faut tester le code sensible, le code complexe et le code utilisé. En fait, si votre code n'est pas utilisé, j'ai envie de vous dire peut-être supprimer cette fonctionnalité. Mais bon, ça, c'est pas toujours l'avis de toutes les personnes du métier. Ensuite, surtout, arrêtez de tester les implémentations. Ne vous mettez pas des verrous, mais testez plutôt les fonctionnalités. C'est ça, hein, au final, qui a de la valeur. Et puis, quand les tests ne sont pas bons, en fait, supprimez-les. Vous pourrez les refaire. Les tests, ça ne demande pas une très grande complexité en général. Enfin, c'est plus simple à faire des tests qu'à faire du code, quoi. Et en fait, il y a 2 semaines, j'ai relu un livre que je n'avais pas lu depuis longtemps, qui est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et en fait, le Petit Prince, à un moment dans le livre, il voit une planète au loin, et la planète, elle clignote. Donc il se dit, ok, c'est un peu étonnant. Donc il va sur cette planète, et il rencontre cet homme-là, qui est un fallotier. Alors je ne connaissais pas le terme il y a 2 semaines. En fait, les fallotiers, c'était les gens à l'époque qui allumaient et éteignaient les réverbères. Donc il va voir ce fallotier et lui dit, ok, ta planète clignote, c'est étonnant. Et en fait, le fallotier, il est très très fatigué. Parce qu'en fait, ça fait des millions d'années qu'il allume et éteint les réverbères. En fait, la règle, c'était d'allumer le réverbère le soir et de l'éteindre le matin. Et il y a des millions d'années, la planète tournait assez lentement. Donc il avait 12 heures de repos après l'avoir éteint le matin. Et ensuite, il pouvait dormir pendant 12 heures. Et puis, bon, voilà, il passait sa journée à se reposer, sa vie à se reposer, le rêve. Et en fait, ce fallotier, au fur et à mesure que sa planète a accéléré son cycle de journée, en fait, il a dû l'allumer et l'éteindre de plus en plus vite. Donc en fait, le contexte de ce fallotier, il a changé, et pourtant, la règle est restée la même. Un peu comme ce qu'on a vu avec les tests au début. Donc, si les tests, à un moment, sont un fardeau pour vous dans vos projets, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne faites pas comme ce fallotier, challengez la règle, et donc revoyez un peu votre stratégie de test. Merci.